Ça, c'est un Dracofeu première édition Shadowless. Ça, c'est un Dracofeu. Seulement Shadowless. Ça, oh, c'est un Dracofeu mais en version illimitée. Ça, c'est un Maconieur première édition, sauf que lui, bah il est pas Shadowless. Ça, c'est un Pikachu première édition au joue jaune. Et lui, c'est presque la même chose, sauf que c'est un Pikachu première édition, mais au joue rouge. Tu n'as rien compris? C'est normal. Mais sache qu'à la fin de cette vidéo, tous ces petits détails n'auront plus aucun secret pour toi. Alors abonne-toi pour découvrir les secrets de tes séries de cartes Pokémon préférées. L'objectif de cette série de vidéos est tout simple, maîtriser plus en profondeur le marché Pokémon, comprendre l'histoire qui se cache derrière vos boosters préférés, derrière vos séries de cartes, ainsi que les prix des objets. On verra ensemble les cartes les plus recherchées, les cartes spéciales, les cartes les plus rares, et on va également essayer de trouver une fourchette de prix estimée pour chacun des objets intéressants. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la toute première série de cartes à collectionner Pokémon. Celle qui a tout lancé, qui a marqué les cours de récré et qui fait encore rêver petits et grands aujourd'hui. Bienvenue donc dans Histoire de série, et aujourd'hui on s'attaque au fameux set de base. L'histoire que je vais vous raconter commence au Japon en 1996. Un certain jeu de cartes sort sous le nom Pokémon Monster Trading Card Games. Le jeu est édité par Media Factory. Il s'agit d'un jeu de cartes avec de jolies illustrations, mais pensé surtout comme un jeu de stratégie. Ce jeu a été réfléchi pour venir accompagner le succès des fameux jeux Pokémon sur Game Boy, à savoir Rouge-Feu et Vert-Feuille. En 1999, 3 ans plus tard, Pokémon débarque à l'international. Et là, c'est une véritable bombe culturelle. Les jeux Pokémon rouge, bleu et jaune cartonnent, l'animé envahit la télévision avec son fameux Pikachu en star, et l'éditeur Wizard of the Coast, d'un certain jeu de cartes déjà connu, Magic the Gathering, se charge d'adapter les cartes Pokémon pour l'Occident. Le résultat? Eh bien, le set de base devient un phénomène immédiat. Les enfants se battent dans la cour de récré pour échanger leurs cartes, et très vite certaines cartes deviennent de vrais objets de collection. Si l'on regarde de plus en profondeur ce que contient ce fameux jeu de cartes, on va repérer 102 cartes au total. Mais en réalité, il existe 3 versions distinctes de ces cartes. La première version, qui est la plus recherchée, c'est la première édition, reconnaissable à son petit logo noir dans un coin de la carte sur la gauche. Une seconde version, qui on baptisera la version illimitée, a été imprimée en grande échelle pour répondre à la demande des clients. Une dernière version bien plus rare et buggée a été imprimée plus tard. Il s'agit de la version qu'on appellera Shadowless. C'est une version où l'ombre du Pokémon sur le cadre a été complètement retirée. Sur l'image qui s'affiche à l'écran, vous avez les principales différences de ces 3 cartes. La première à gauche est donc la version de première édition. On remarque le petit logo 1 sur la gauche. Pour les 2 autres cartes, c'est un petit peu plus subtil. La première différence la plus subtile, c'est les HP. Comme vous pouvez le remarquer, sur la version illimitée, les HP sont écrits un petit peu plus gras. Sur le bord à droite du cadre, vous avez une seconde différence où on voit l'absence totale d'ombre. La manière la plus simple de distinguer la Shadowless de la version normale, c'est la date juste en bas à gauche. Pour les versions Shadowless qui ont été imprimées plus tard en anglais, vous avez la petite mention 99, là où pour les cartes illimitées, vous n'avez pas cette information qui est renseignée sur la carte. Comme je l'ai expliqué en introduction, ce qui est assez amusant, c'est que le Shadowless est une erreur d'impression. Le cadre d'illustration n'avait pas encore l'ombre grise qui sera donc rajoutée bien plus tard pour corriger cette erreur. Cette variante a disparu dès que Wizard s'en est rendu compte et a donc corrigé le tir. C'est pourquoi il n'existe par exemple aucune carte Shadowless en français. Le fait que ces cartes existent en très peu d'exemplaires dû à ce bug fait donc exploser les prix pour ces cartes-ci. C'est pourquoi on se retrouve sur le marché avec des cartes anglaises qui valent plusieurs milliers de dollars juste à cause d'une toute petite erreur. Autre fun fact amusant, Maconieur a été imprimé avant la série Shadowless, mais a reçu pour une raison quelconque le stamp de la première édition bien plus tard. C'est donc la seule carte stamp première édition qui n'est pas Shadowless. Les cartes les plus convoitées à l'époque, ce sont bien sûr les cartes holographiques, les 16 cartes au total avec les 3 starters évolués, à savoir Dracofeu, Tortank et Florizard. On peut également mentionner Mewtwo, Raichu et bien d'autres. En résumé, le set de base, c'est plus qu'une simple extension, c'est le lancement officiel d'un phénomène mondial et c'est encore aujourd'hui l'une des séries les plus iconiques du marché Pokémon. Si l'on observe un peu plus en détail à quoi ressemble la série, on a donc nos fameux centres de cartes différentes. Et vous allez voir que contrairement à toutes les grosses cartes que l'on connaît aujourd'hui, à l'époque il n'y avait que 4 types de rareté. Il y avait les communes, les peu communes, les rares, et les rares holographiques. Et c'est tout. Une autre info amusante que j'ai remarqué en faisant la vidéo, c'est que les cartes n'étaient pas forcément triées de manière cohérente, c'est-à-dire que les Pokémon d'une même famille pouvaient avoir des numéros complètement différents. Exemple, Chonipin le numéro 45, son évolution porte le numéro 33, et Dardarnian, l'évolution finale, porte le numéro 17. En vérité, les cartes ne sont pas classées par famille, mais par niveau de rareté. En effet,
les cartes de 1 à 16 sont les 16 rares holographiques de la série. Le Vénard et Dracofeu étant à l'époque les deux Pokémon avec le plus de PV, à savoir 120. Ce que l'on peut également noter, c'est que chaque type différent dispose de 2 cartes holographiques, sauf le type eau et le type électrique qui eux en possèdent 3. Ces 16 cartes-là sont donc les cartes les plus rares et les plus recherchées du set de base. De 17 à 22, on va retrouver les 6 cartes rares traditionnelles, à savoir Dardanian, Draco, Triopiqueur, Electek, Electrode et Roucoups. De 23 à 42, on va retrouver les 20 cartes peu communes. Autre fait amusant, je me suis rendu compte durant le montage de la vidéo qu'il n'y avait aucun type électrique en peu commune. De 43 à 69, on va retrouver les 26 cartes communes. A noter que Chrysacier et Staros sont les deux seuls Pokémon évolués dans la section des cartes communes. À se demander s'il n'y a pas une petite erreur lors de l'attribution des raretés. La même chose est opérée pour les cartes dresseurs. 70 à 79 sont les cartes rares, 80 à 90 sont les cartes peu communes. Ces cartes peuvent sembler un peu inutiles de prime abord d'un point de vue esthétique, mais on rappelle quand même que l'on est sur un jeu de stratégie à la base et qu'il faut donc certaines cartes joker pour rendre le jeu plus intéressant. Pour finir, on va retrouver les 5 cartes dresseurs communes. En 96, on a l'énergie spéciale de rareté peu commune. Vont ensuite se suivre les 6 énergies correspondant aux 6 types qui existent à l'heure actuelle dans le jeu, à savoir le type combat, le type feu, le type plante, le type électrique, le type psy et le type eau. À ce stade de la vidéo, on va commencer à parler business. Une même carte Pokémon peut avoir des valeurs très différentes selon son état, sa version et sa langue. Les cartes dites RAW sont des cartes que l'on trouve directement en sortie de booster sans protection particulière et leur prix dépend totalement de leur état. Pour augmenter la valeur des cartes, certains collectionneurs font appel à des sociétés de gradation comme PSA, PCA ou CCC. Ces sociétés enferment la carte dans un boîtier transparent et lui attribuent une note sur 10. Plus la note est élevée, et plus la carte sera considérée comme parfaite, et plus son prix va grimper. Mais attention, si la carte obtient une note faible, elle peut parfois valoir bien moins cher qu'une carte euro en très bon état sortie de booster. La valeur d'une carte va donc dépendre de 3 facteurs principaux, son édition, son état ou son grading, et sa langue. Ces cartes anglaises sont devenues des pièces de collection à l'international, et c'est celles qui atteignent donc les records de prix, comme le célèbre Dracofeu, gradé PSA 10, donc à la note maximum, vendu pour plus de 300 000 euros. Les cartes françaises sont arrivées bien plus tard, après le succès du jeu en Amérique du Nord et dans les pays anglophones. Même si certaines possèdent un tampon première édition, elles n'ont pas du tout le même statut historique que les cartes anglaises. Leur tirage est certes important, mais elles ne font pas partie du tout premier lot mondial de 1999. À l'échelle internationale, elles sont donc bien moins prestigieuses et beaucoup moins chères que leur équivalent anglais. En résumé, les cartes les plus précieuses restent la première édition anglaise, surtout lorsqu'elles sont shadowless et gradées, tandis que les cartes françaises et les tirages illimités restent bien plus accessibles pour tous les collectionneurs. Sur cette chaîne, on va surtout s'intéresser au prix des cartes françaises, mais pour les amoureux de grosses sommes, je vous rajouterai les quelques prix que j'ai pu trouver pour le PSA 10 première édition en anglais. Pour trouver ces informations enfouies dans les filets d'internet, je me suis rendu dans la section Auction Price de PSA. Le lien est en description. Voici donc l'outil que je vais utiliser pour vous présenter plus rapidement les prix de chacune des cartes. Ça sera quand même beaucoup plus intuitif de fonctionner comme ça. Ici, nous avons donc le niveau le plus bas dans le set de base en termes de prix, à savoir les cartes communes et les cartes peu communes classiques. Pour les cartes en RAW, donc des cartes sorties de booster, on va dire en état correct, les prix avoisineraient à peu près 10-20 euros la carte. Pour les cartes RAW de première édition, on monte un petit peu plus haut. On serait aux alentours de 30 à 50 euros. Et pour finir, pour les méga cartes gradées anglaises de fou furieux, pour le moment, on est plus aux alentours de 100 $ à 300 $. Un autre facteur un peu plus subjectif est aussi une première variante de prix, la popularité du Pokémon auprès des joueurs. Dans cette section, on va surtout retrouver les Pokémon légendaires, les Pokémon mignons et les starters qui sortent du lot. Ici, on peut prendre le cas des Pokémon starters qui connaissent des ordres de prix plus élevés alors que pourtant ce sont des cartes communes. On peut justifier l'engouement autour de ces Pokémon pour une raison simple. Ce sont les 3 premiers Pokémon accessibles dès les débuts du jeu. Cet aspect trio de choix est un petit peu la recette phare des jeux Pokémon de Nintendo et c'est sûrement la raison pour laquelle ces Pokémon-là sont les plus appréciés des joueurs. C'est sûrement pour cet aspect que ces derniers voient leur prix augmenter par rapport aux autres cartes communes traditionnelles. En troisième position, on va donc retrouver notre Carapuce qui est le moins cher des 3 starters pour cette extension. Il serait aux alentours de 5 à 30 euros pour un prix RAW et de 40 à 75 euros pour un prix en édition 1. J'ai également trouvé sur internet 2-3 informations de cartes en PCA 9 aux alentours de 150 euros. Pour finir, la version anglaise serait aux alentours de 1700 $. En deuxième position, nous avons le Salamèche. Le prix RAW serait aux alentours de 1 à 10 euros, sachant que pour la version édition 1, on serait aux alentours de 55 à 80 euros. J'ai également trouvé 2-3 cartes en PCA 9 également sur eBay, on serait aux alentours du coup de 110 à 130 euros. Pour finir,
finir, la version anglaise gradée PSA 10 serait aux alentours de 1770 $. Et le grand gagnant du trio n'est autre que Bulbizarre. On serait aux alentours de 5 à 15 € pour un prix normal en RAW. On serait aux alentours de 55 à 75 € à peu près également aux deux autres pour l'édition 1. On serait aux alentours de 300 € pour un PSA 10. Et pour un PSA 10 anglais, on monte un petit peu plus haut puisqu'on serait aux alentours de 2250 €. J'ai aussi estimé intéressant de vous présenter ce petit cas un peu amusant de Pikachu. Il existe deux modèles de cartes différents. Alors la subtilité est vraiment nulle puisqu'il s'agit tout simplement de la couleur des joues. Là, nous sommes en présence d'un Pikachu avec les joues de couleur jaune. Le prix donc serait situé entre 1 € et 20 € pour une carte traditionnelle, entre 70 à 90 € pour une carte avec le stamp édition 1. On serait aux alentours de 235 € pour un PSA 7 et pour la première édition en anglais PSA 10, on serait aux alentours de 3000 €. Et voici donc son homologue aux joues rouges cette fois-ci. On serait aux alentours également de 1 à 20 € à peu près. Pour une RAW en édition 1, plus vers 100 €. Pour un PSA 8 déjà à 600 €, donc ça chiffre quand même beaucoup plus. Et pour la version anglaise en PSA 10, c'est là que c'est assez amusant puisqu'on serait aux alentours de 6750 €. Jetons maintenant un plus bref coup d'œil aux 6 cartes rares de la collection. On va commencer en 6ème position avec le Electrode, qui serait aux alentours de 10 à 25 € pour un prix en édition 1 à 70 et pour un PSA 10 aux alentours de 200 €. La version anglaise, quant à elle, serait plus située vers du 485 $, ce qui, comparé aux autres cartes, n'est pas énorme. En 5ème position, nous avons le Trio Piqueur pour un prix entre 10 et 30 €, en RAW entre 25 et 40 €, en PSA 10 175 et en version anglaise, on serait aux alentours de 880. En position 4, on a l'Eurocoups, donc entre 15 et 20 € en RAW et en édition 1 entre 70 et 90 €. Je n'ai pas du tout trouvé d'informations concernant le PSA en français. Et pour la version anglaise, on serait aux alentours de 940 $. 3ème position, on a le Electek, il serait aux alentours de 8 à 25 € pour la version classique et de 35 à 100 € pour la version édition 1. En PSA 9, j'ai trouvé quelques cartes entre 50 et 100 € et en version anglaise, on serait aux alentours de 1100 $. En 2ème position, on a le Dardarnian, entre 5 et 10 € pour la version classique et entre 35 et 60 € pour la version édition 1. En PSA 9, j'ai trouvé à peu près 115 € et en PSA 10 du 300 €. Et pour finir, la version anglaise PSA 10 aux alentours de 2000 €. Et pour finir, on a donc Draco, le grand gagnant des cartes rares traditionnelles de la série, à savoir entre 10 et 30 € pour la version RAW et entre 50 et 80 € pour la version RAW édition 1. Pour du PSA 8, j'ai trouvé 300 € et pour du PSA 9, j'ai trouvé du 460 €. Et pour la version anglaise, on serait aux alentours de 4000 $, ce qui commence déjà à faire pas mal d'argent. Et pour finir, on va donc passer aux 16 cartes holographiques de la série qui vont commencer à valoir beaucoup plus cher que les autres. Et c'est là qu'au niveau des prix, on va commencer à partir totalement en cacahuète. La 16e position est attribuée donc à Macogneur. Cette carte-ci a donc sa petite spécificité, c'est la seule carte avec le stamp édition 1 qui n'est pas Shadowless. On peut le remarquer aux bordures de la carte qui sont assombries et également au chiffre 99 qui est absent en dessous de la carte. Ici donc pour un RAW édition 1, on serait entre 5 et 45 € et pour un PSA 8 entre 200 et 300 €. La version anglaise est estimée à 2250 $ en PSA 10. En 15e position, on va retrouver le Magnéton. On serait entre 40 et 70 € pour la version traditionnelle et entre 85 à 100 € pour la version édition 1. En PCA 7, j'ai trouvé du 200 € et en PCA 8, j'ai trouvé du 340 €. Pour finir, la version anglaise, on serait déjà aux alentours de 5700 $. 14e position, on a le Tartare. Ici, on est aux alentours de 20 à 35 € pour la version traditionnelle et de 140 à 240 € pour la version édition 1. On serait aux alentours de 350 € pour un PCA 8 et pour la version anglaise, on serait déjà aux alentours de 6000 $. 13e position, et ça m'a un peu surpris de le voir ici, sachant que c'est un Pokémon légendaire, on a Elector aux alentours de 30 à 70 €. La RAW édition 1 aux alentours de 75 à 120 €. En PSA 9, j'ai trouvé 380, 450 comme fourchette de prix et la version anglaise déjà à 6500 $. Ensuite, nous avons le Mélofée entre 40 et 100 € pour la version classique et entre 150 et 250 € pour la version édition 1. Pour du PSA 8, j'ai trouvé une fourchette entre 230 à 425 € et pour la version anglaise, on serait plus aux alentours de 7000 $. Ensuite vient le Raichu entre 70 et 150 €, entre 100 € et 250 € pour une édition 1, entre 200 et 300 € pour du PSA 8, et pour la version anglaise, on serait aux alentours de 7100 $. Après le Raichu vient donc Fenard, entre 10 à 25 € pour la version RAW, et entre 70 à 180 € pour la version RAW édition 1. Pour du PSA 8, on serait aux alentours de 200 €, du PSA 9 autour de 370 à 450 €, et pour la version anglaise, on serait déjà à 7200 $. Après, on retrouve Nidoking, entre 50 à 65 € pour la RAW, et à peu près aux alentours de 100 € pour l'édition 1. Pour du PSA
PSA9, on serait aux alentours de 400 €, et pour la version anglaise, aux alentours de 8400 $. Après, on va retrouver à la Kazam entre 50 et 75 € pour la version classique, et à peu près aux alentours de 170 € pour la version RAW édition 1. Pour la PSA8, on serait aux alentours de 420 à 550 €, et pour la version anglaise, on serait à peu près aux alentours de 8400 $. Va venir ensuite Tignon qui serait lui situé aux alentours de 10 à 65 € pour la version RAW, et de 70 à 190 € pour la version RAW édition 1. En PCA 7, j'en ai trouvé entre 160 et 250 € sur eBay, et pour la version anglaise, on serait aux alentours de 9300 $. Sixième position, on a donc le Leviator, entre 25 et 80 €. En RAW édition 1, entre 90 € et 150 €. En PCA 7, j'ai trouvé du 320 € et en CCC 8, du 470 €. Et pour la version anglaise, on commence déjà à chiffrer puisqu'on est aux alentours de 9400 $. En cinquième position de notre classement, on va retrouver le Florizard, situé entre 100 à 150 € pour la version RAW et aux alentours de 180 € pour la version RAW en édition 1. J'ai trouvé du PSA 7 entre 430 et 700 € et du PSA 9 déjà aux alentours de 1110 €. La version anglaise dépasse les 10 000 $ puisqu'on est aux alentours de 12 700. La quatrième position, c'est pour Mewtwo qui serait lui aux alentours de 25 à 50 € pour la version classique et de 150 à 400 € pour la version RAW édition 1. En PSA 8, j'ai trouvé du 320 € et en PSA 9 du 850 €. La version anglaise serait-elle à 12 900 $. Troisième position, on va donc avoir Tortank qui lui est situé entre 90 et 170 €. En RAW édition 1, entre déjà 200 et 400 €. En PSA 9, j'ai carrément trouvé une carte à 1200 € qui s'est vendue. Et pour la version anglaise, on serait à 17 600 $. Et en deuxième position, on a le Levénard, certainement dû à ses 120 PV. Le Levénard serait situé aux alentours de 75 € en RAW et entre 80 et 200 € en RAW édition 1. J'ai trouvé du PSA 8 à 380 € et du PSA 9 à 1000 €. Et pour la version anglaise, on serait à 27 400 $. Et pour finir, sans surprise pour ceux qui connaissent bien Pokémon, le Dracofeu empoche la première position, puisqu'en RAW, on en a déjà une entre 350 et 600 €, ce qui est très cher par rapport au reste. En RAW édition 1, on serait à 1000 €. En PSA 8, j'en ai trouvé entre 2000 et 3000 €. En PSA 8, j'en ai trouvé entre 2800 et 3000 €. En PSA 9, carrément proche des 6000 €. Et en version anglaise, le record absolu est détenu à 420 000 $. Pour conclure sur notre petit jeu de prix, on va parler des boosters du set de base. Alors bien évidemment, il y a une grosse distinction à faire, puisque comme vous l'avez compris, les boosters première édition se vendent beaucoup plus cher que des boosters de l'édition traditionnelle. La petite distinction se remarque au niveau du petit logo présent en bas à droite du booster. La première édition anglaise serait vendue aux alentours de 4500 $ à 6000 $ le booster, tandis que sa version française serait plus située aux alentours des 1000 €. Pour la version illimitée, donc la version sans le petit logo première édition, les boosters anglais et français sont à peu près au même niveau puisqu'on serait situé aux alentours de 200 € à 500 €. Petit fait amusant à noter, les boosters avec l'apparence Dracofeu se vendent plus cher que les deux autres boosters avec Tortank et Florizard. Au niveau de la display, on va retrouver cette même logique, donc une différence entre la display édition 1 et la display classique sans le logo édition 1. La première édition en anglais serait aux alentours de 400 000 $ à 600 000 $. La première édition, celle-ci en français, serait déjà aux alentours de 46 000 €. Et les versions illimitées classiques, français et anglais, seraient situées aux alentours de 26 000 €. Comme on a donc pu le remarquer, divers facteurs vont venir modifier grandement les prix de vos objets. Bien évidemment, en fonction de certaines différenciations et de certaines situations parfois assez rigolotes, il arrive que certaines cartes sur le marché soient vendues à des prix exorbitants. Et vous, quelle est votre carte préférée du set? Laquelle aimeriez-vous avoir si vous aviez les moyens? Répondez-moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Et on se retrouve dans le deuxième épisode pour parler du set Jungle.